Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde chaotique dans lequel nous évoluons. On vit dans une période chaotique, d'autant plus avec l'élection de Trump. On voit bien à quel point on se sent complètement impuissant devant toutes les transformations qui sont en cours. On se sent complètement dépassé, d'autant plus que le monde va de plus en plus vite. Et c'est précisément de ça dont je parle avec mon invité, Mathieu Dardaillon. Mathieu Dardaillon, c'est le fondateur de Ticket for Change, qui est une association qui a permis l'accélération de plein de projets à résonance responsable, dont Yuka, que vous connaissez sans doute. Et après avoir dirigé Ticket for Change, l'a co-créé et dirigé, il a pris une pause et il a sorti ce livre qui s'appelle Anti-Chaos. Et c'est vraiment drôle parce que Anti-Chaos, c'est exactement ce que j'essaye de faire avec Vlan. Donc avec Mathieu, on a une conversation très ouverte sur nos contradictions, la manière dont on voit le monde, la manière dont on voit comment ça va évoluer, ce qu'on peut faire. Et on donne des méthodes, enfin il donne d'ailleurs des méthodes concrètes sur comment réagir, comment agir à son niveau, comment ne pas se laisser dépasser dans ce chaos, comment vivre dans cette transition de civilisation. Un épisode que je trouve hyper en résonance, évidemment, avec tout ce que je peux dire par ailleurs. Et fait très nouveau, ce podcast, il est filmé. Donc, vous pouvez le retrouver sur Spotify, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et je serais ravi d'avoir vos commentaires sur la vidéo, si vous le souhaitez. En tout cas, je vous laisse l'écouter ou le regarder. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Bonjour Grégory. Comment ça va? Très bien, merci. Bon. Et toi? Écoute, ça va pas mal. on réfléchit, on travaille, mais ça va pas mal. On va parler de ton bouquin. On va parler de ton profil. On va parler de pas mal de choses parce qu'en fait, le bouquin que tu as écrit, c'est un bouquin qui est tellement proche de ce que je fais sur Vlan que du coup les personnes qui écoutent vont trouver ça forcément génial, tu vois, par définition. C'est une sorte de résumé, pas de résumé de Vlan, mais d'une grosse partie de Vlan. C'est-à-dire que toi, tu as écrit un bouquin qui s'appelle Anti-Chaos. D'abord, peut-être la question, c'est pourquoi tu as écrit ce livre? J'ai écrit ce livre parce que j'ai eu besoin de mettre un peu mes idées au clair par rapport à une époque où je comprenais plus trop ce qui se passait et je savais plus trop où agir, où mettre mon énergie. Et donc j'ai écrit Anti-Chaos parce que j'ai eu besoin de me mettre en retrait après 10 années d'engagement, on y reviendra peut-être, pleinement dans l'entrepreneuriat social. Je me suis mis en retrait pour mieux comprendre ce qu'on vit, peut-être ce sentiment d'impuissance par rapport à toutes les crises en même temps, et puis de trouver des clés, des solutions pour moi et puis toutes les personnes qui pouvaient vivre la même chose, des principes et des outils pour mieux vivre, mieux agir dans ce monde-là. Et je pense qu'on est nombreuses dans ce cas-là, c'est-à-dire de se dire je me sens complètement submergé. C'est normal de se sentir submergé dans cette période, tu trouves? C'est ce que je me suis demandé et du coup j'ai tiré des fils comme toi tu fais depuis des années et un fil amène à un autre, etc. Et ce que j'ai découvert, c'est que oui, c'est normal en fait. On vit plein de crises en même temps, on parle de polycrise, mais en fait c'est même plus que ça. C'est qu'en même temps il y a un phénomène d'accélération, tout va toujours plus vite, il y a un phénomène de polarisation, on a du mal à s'entendre et à avoir le même diagnostic sur ce qu'on vit. Il y a des personnes qui parlent de temps post-normaux, où on vit tout ça en même temps et on n'a plus les repères. Donc c'est normal d'avoir ce ressenti-là, et je pense que ça va même plus loin que ça, c'est qu'on est au bout d'un modèle et on ne sait plus exactement comment avancer, puisqu'on sait que le modèle sur lequel on a bâti la société, il va dans le mur et on a besoin de construire la suite, mais on est un peu dans un entre-deux-mondes. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que le monde qu'on est en train de construire, c'est le monde de Trump. C'est-à-dire qu'en fait, un monde de force brute montrée, de masculinisme qui n'est pas déguisé. On a entendu Zuckerberg sur un podcast qui se cache pas. Et puis ça fait un petit moment qu'ils sont dans cette dynamique, parce qu'en réalité, il y avait eu ce faux combat, en tout cas
cette demande de combat d'Elon Musk versus Zuckerberg dans un ring, enfin, quand il pense, c'est complètement fou que des mecs aussi riches, ça n'a aucun sens, c'est complètement absurde. En fait, on vit complètement en absurdie. Et ce que les gens font en ce moment, c'est que, comme ils ont été très déçus par toutes les politiques, ils vont voter vers l'extrême. Donc, en fait, on voit bien que, on a du mal à résister à tout ça. Enfin, un petit clin d'œil à Salomé Saké, mais le modèle, le seul truc qu'on voit à l'avenir, c'est pas forcément très utopique, c'est plutôt dystopique. En fait, le diagnostic que j'ai essayé de poser, c'est, pour moi, la compréhension que j'ai de ce qui se joue, c'est on est les héritiers d'un modèle, d'un paradigme qui est aujourd'hui basé sur toujours plus vite, la compétition, la domination du vivant. Et donc, c'est un paradigme lié à la croissance, le matérialisme, la compétition, la concentration, la centralisation, etc. Ça nous a amené un niveau de confort matériel immense, en tout cas dans les pays développés. Et en même temps, on dépasse les limites planétaires, 6 limites planétaires sur 9. On a des inégalités sociales insoutenables, avec une colère sociale qui s'exprime à plein d'endroits. Et il y a un sentiment de mal-être. Même si on a ce niveau de confort, en fait, dans plein de pays, le niveau de bonheur stagne, voire décroît. Et donc, il y a des problèmes de santé mentale liés à ça. Et donc, on voit bien qu'on est au bout de ce système. Donc, ça, c'est le modèle actuel. Et pour moi, ce modèle ne marche plus. Il nous envoie dans le mur. On sait qu'on ne peut plus s'appuyer sur lui. Il faut inventer autre chose. Et ce que tu décris, pour moi, ce sont des résistances de ce système-là. C'est-à-dire que comme il y a une sorte de nostalgie de « bah si, ça a quand même marché », en fait, il faut réappuyer sur ce modèle-là. C'est ça qu'on vit aujourd'hui, une résistance, alors que, évidemment, il faut inventer autre chose. Comment c'est possible qu'on se retrouve à... Plus ou moins, c'est ce que tu écris dans le livre, c'est pas exactement vrai, mais c'est quand même ça, à être 8 milliards à se sentir dépassé et à se dire moi, je peux rien faire à mon niveau. Parce que là, on parle de défis qui sont tellement grands, tellement systémique, c'est un nom un peu barbare, mais voilà, tout est lié à tout. Y a un concept qui s'appelle les wicked problems, des problèmes pernicieux. C'est pas des problèmes simples où il y a un problème, on peut amener, il y a une cause et on agit sur. C'est un problème simple. Si on agit sur quelque chose, alors on va le résoudre. C'est pas ça, c'est des problèmes super complexes qui sont imbriqués les uns dans les autres, où il faut différentes perspectives pour les adresser, où c'est très émotionnel, où si chacun a un avis sur la question, ça nous touche directement. En plus, ils sont tous liés les uns aux autres. Si on touche au sujet du climat, il y a des conséquences sociales, il y a savoir des conséquences économiques, ça touche à la géopolitique. Tout est lié, tout est imbriqué. Et donc, quand on vit tout ça, on voit tout ça, on se dit, bon, et moi, dans tout ça, quoi, waouh, je me sens si petit, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, dans ma vie, j'ai envie de faire des trucs, mais c'est trop gros, quoi. Et puis, à quoi bon ? Parce qu'en fait, quand tu te dis, on te dit, non, mais il faut que tu traites tes déchets, etc. Et puis, de l'autre côté, il y a, j'en sais rien, Israël ou la Russie qui envoie des bombes à Tir-Larigot, et tu te dis, bon... Est-ce que vraiment mon empreinte carbone, elle a un impact ou pas ? Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc de se dire... Est-ce que moi, mon empreinte carbone, elle a un impact ? Alors qu'en fait, il y a tellement de choses qui se passent par ailleurs, des bombes, mais ça peut être d'autres choses. Je veux dire, je crois que Bernard Arnault, il crame ses 8 tonnes de carbone en quelques heures. Enfin, c'est fou, en fait. Et donc j'ai ressenti, en fait, un sentiment d'impuissance et un à quoi bon que j'avais pas senti les années d'avant. Que j'avais pu percevoir chez moi, tu vois, à un moment, mais que j'ai vu chez plein de gens, très très différents en fait. Ça m'a frappé quand j'ai pris une période de recul pendant 1 an. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible qu'on en arrête là. Donc, je me suis mis en quête d'essayer de trouver des clés de réponse. Mais en fait, je prends le problème le plus grand, l'enjeu des enjeux, c'est de retrouver notre pouvoir d'agir. Parce que si on reste au stade de l'impuissance, c'est sûr qu'on va dans le mur. Voilà. Il faut arriver à se ressaisir individuellement et collectivement pour être à la hauteur de ces enjeux. Et c'est le défi auquel on fait face aujourd'hui. Pour toi, donc on est en train de vivre un changement de paradigme potentiel. Moi, j'ai l'impression moi, je le dis de manière différente. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais je pense qu'on vit un changement de civilisation. Alors, je sais pas si. Oui, je te rejoins. Ouais. Voilà, civilisation, c'est changement de système de valeurs et de croyances. C'est pas tous les gens à l'intérieur de la civilisation qui meurent, je vous rassure. Mais c'est plus, un changement assez profond, un système qui fonctionne plus, tout simplement. Et c'est hyper excitant d'une certaine manière de vivre ça.
Mais c'est aussi très flippant, d'autant plus que c'est pas si simple de naviguer dans l'entre-deux-mondes. C'est-à-dire, comment je fais? Parce qu'en fait, d'un côté, tu sais, il y a eu cette expression, la fin du mois versus la fin du monde, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on te dit, ouais, faut que tu fasses des efforts, machin, mais bon, faut quand même bouffer à la fin de la journée, et donner à manger à tes enfants, payer ton loyer, et c'est pas si facile, en fait, de trouver ce paradigme. Donc, comment on fait pour vivre dans l'entre-deux-mondes? C'est ça, en tout cas, le sujet que j'ai essayé d'explorer. Donc, il y aurait plein de choses à creuser, mais en tout cas, ce défi-là d'inventer une nouvelle civilisation, un nouveau monde, un nouveau paradigme, alors qu'on peut se sentir un peu perdu, en fait, il y a un paradoxe énorme. C'est vertigineux, c'est passionnant. En même temps, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, j'ai essayé de détricoter des choses autour de ça pour que chacune, on trouve la place sur laquelle on peut apporter quelque chose. Effectivement, je pense qu'on vit à la fois une époque déconcertante où on peut avoir ce sentiment d'impuissance et en même temps, c'est une époque passionnante où on peut inventer la suite. On a besoin d'inventer la suite, en fait. Et on fait partie de ces générations qui vont vivre ce moment-là. Alors, du coup, on va essayer d'être un peu positif, parce qu'en fait, c'est important. Et en fait, moi, ce que je crois, c'est même pas que c'est important, etc. C'est même pas pour le petit truc, mais moi, ce que je crois, c'est que le nouveau modèle, il est déjà en cours de route. En fait, il y a déjà énormément de choses qui sont en train de changer. Enfin, c'est ce que je vois, enfin, c'est ce que je sens, c'est-à-dire le rapport au voyage, le rapport aux liens, les gens. J'ai croisé, ça m'a choqué, il faut que j'en fasse un truc d'ailleurs, mais avant-hier, j'ai croisé j'allais dire une gamine, mais oui, enfin, une personne en troisième, donc je sais pas exactement quel âge c'est 14 ans, 14, 15, ans, ouais. Je sais pas quel âge ça fait, mais pas vieille. Un garçon de, je sais pas, 18 ans venait d'avoir le bac, mais qui ne se connaissait pas. Et donc, je discutais avec eux, etc. Et en fait, j'ai réalisé que les deux m'ont dit, non, mais nous, les réseaux sociaux, rien à foutre, on ne l'a même pas téléchargé sur notre téléphone. En fait, je me rends compte que je perds du temps, ça me sert à rien, je vois pas pourquoi je vais dépenser ce temps pour rien. La fille qui me disait, non, mais j'ai passé un peu de temps dessus, mais après j'ai réalisé que j'avais besoin de temps pour réviser. Donc du coup j'ai réfléchi, qu'est-ce que j'ai fait les 2 dernières heures, et puis je me suis dit, vraiment ça sert à rien ce truc. Et je me suis dit, ça se trouve, être comme ça, dépendant à son téléphone, c'est un truc de boomer, enfin de boomer, un boomer plus, parce qu'en fait ça peut être aussi les plus larges, mais en fait c'est déjà en train de bouger chez eux. Donc ça c'est un exemple, mais il y a plein de trucs qui sont en train de bouger. Donc pour toi, à quoi ça ressemble ce monde dans lequel on va? Fais-nous rêver un peu. En tout cas, dans lequel on va, dans lequel on à essaie la fois qu'il faut inventer et à la fois qui existe déjà, comme tu dis, à plein d'endroits. C'est juste qu'il faut que visibiliser, mettre en visibilité et puis amplifier, et puis que ça devienne une nouvelle norme et pas forcément pas la marge. Faut inventer un nouveau paradigme, une nouvelle civilisation basée sur un équilibre entre l'économique, le social, l'environnemental. On pourrait piloter toutes nos décisions avec ça comme boussole, en fait. Au lieu de toujours valoriser l'économique et puis de voir les conséquences derrière, il faut des nouvelles boussoles de décision et il faut les inventer dans les entreprises, au niveau de l'État, dans nos vies personnelles aussi. Voilà, pour cet équilibre-là. C'est aussi trouver une nouvelle relation aux autres, aux vivants, au temps aussi, de ne pas être toujours dans cette accélération où on a toujours l'impression de manquer de temps. Un autre rapport aux écrans, au digital, qui sont des formidables outils et en même temps qui nous aspirent parfois nos esprits, nos âmes, tu vois. Donc continuer à les utiliser à bon escient, mais trouver un juste usage. Voilà, on peut continuer, mais il y a un changement de pratique qu'il faut faire à tous les niveaux, en fait. Mais du coup, on en revient, tu vois, au bouquin que j'ai écrit, pour le coup, désolé, mais où, en fait, ça veut dire que tu vas sacrifier quelque chose. Par définition, si tu changes de paradigme, ça veut dire que si tu trouves un nouvel équilibre, ou une nouvelle harmonie, moi je préfère dire harmonie, ça veut dire que par définition, tu vas devoir lâcher un petit peu sur quelque chose. Et donc, en l'occurrence, c'est l'économie, parce que l'économie, là, elle est... Et en fait, les gens, ils sont déjà dans une situation où ils ont du mal à vivre. C'est-à-dire qu'en fait... c'est pas tant que le pouvoir d'achat est baissé, le pouvoir d'achat a augmenté quand on regarde les statistiques, mais par contre, tu ne peux plus améliorer ta vie en travaillant. Enfin, tu vois, statistiquement, c'est prouvé, en fait, et potentiellement, les enfants, enfin, peut-être pas nos enfants, mais les enfants qui ont 15, 20 ans aujourd'hui, ils vont vivre moins bien que leurs parents. Et ça, cette situation, elle est inacceptable, d'où le vote extrême droite. Pour moi, c'est vraiment le... Et quand tu dis, il va falloir trouver un nouveau paradigme et sans doute, du coup, couper un peu sur l'économie, les gens sont là, enfin,
J'imagine, tu vois, de se dire, il est bien mignon, mais... Alors, j'ai pas dit couper sur l'économie. L'idée, c'est de quelles sont les nouvelles règles du jeu qu'on trouve pour inventer des organisations qui sont performantes sur les 3 dimensions. Et on a besoin de l'économique. Sans économie, on paye pas les hôpitaux, on rembourse pas la dette, etc. On paye pas les écoles, on n'entretient pas les routes, voilà. Donc, c'est pas réduire l'économie, c'est remettre qu'est-ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne vie à titre perso ou au niveau collectif, on a une bonne vie, je crois. En tout cas, faudrait qu'on se pose la question, en fait. Quand est-ce qu'on se pose cette question, je trouve Jamais. Non. Est-ce qu'il y a une question plus importante ? Je sais pas. Je sais pas, tu sais que c'était le sujet de ma newsletter, ma dernière newsletter. J'ai vu passer. Mais oui, complètement. Non, mais je suis complètement d'accord. C'est la seule question qui vaille. Aristote posait déjà la question il y a quelques années, mais c'est la question qui compte. Qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne vie ? Et après, on devrait construire une société à partir de ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne vie ? On a des ressources pour vivre au quotidien. On a du lien social avec des gens qu'on aime. On vit dans un environnement sain. On est en bonne santé. Et si on focalise que sur l'économique, alors certes, on regarde les revenus qui augmentent, le chiffre d'affaires, etc. Mais si on sape le lien social, les écosystèmes naturels, on ne fera pas de profit demain dans une planète morte et dans une société hyper polarisée en quasi-guerre civile. Ouais. Donc, la question, c'est comment on invente quelque chose où il y a cet équilibre entre ces 3 dimensions. Mais c'est le rôle de qui d'inventer ça ? Parce qu'en fait, encore une fois, je reviens à l'impuissance, mais... Moi, tout seul, dans mon coin, je suis, j'en sais rien, un salarié dans une boîte XY. Je vois pas à quel moment je peux avoir un impact sur quoi que ce soit à ce niveau-là. Je veux dire, c'est trop gros. Ouais, la perspective qui m'a redonné de l'espoir, au fond, c'est quand j'ai commencé à tirer le fil autour du changement de paradigme. Et j'ai commencé à creuser d'où ça vient ce concept. On en parle toujours, mais qu'est-ce que c'est au fond ? Et donc, je suis allé à la source de Thomas Kuhn, qui est à l'origine du concept, donc qui est un historien des sciences, et qui, en fait, explique comment des changements de paradigme se sont passés dans l'histoire. Et il y a toujours différentes phases. La première phase, c'est qu'on a un premier paradigme sur lequel on s'appuie. Il appelle ça la science normale. Ensuite, il y a des anomalies. On découvre qu'il y a des trucs qui vont pas à 100%. Donc on en est là, on a fait ce constat-là. Et ensuite, il appelle ça, la phase d'après, c'est la recherche extraordinaire. C'est plein de gens essayent plein de choses pour trouver des solutions, pour tester des choses. Et pour moi, on en est exactement là. Là, il y a ça fait des années que des gens essayent dans tous les domaines de trouver des alternatives, de les inventer concrètement sur les territoires, dans leur entreprise, dans tous les secteurs d'activité, dans l'alimentation, dans l'éducation, dans la santé, etc. Il y a profusion aussi de concepts, tu vois, la perma-entreprise, l'économie régénérative, la post-croissance, le donut, la comptabilité en triple capital, tout ça, c'est de la recherche extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui essayent de trouver des alternatives pour inventer autre chose. Et ça, chacun peut y participer par rapport à là où on est, en fait. Dans le cœur de son métier, dans sa vie, là où on habite, on peut tous, pas sur tous les sujets, sur 1 ou 2 ou 3 sujets sur lesquels on a des appétences, sur lesquels on a une zone d'influence, c'est un autre concept, focaliser sur sa zone d'influence et sa zone de contrôle, on peut tous participer à cette recherche extraordinaire. Ça peut être de manger moins de viande, ça peut être de voyager moins loin, de voyager en vélo. Et je pense que donc ça peut être ça, mais je pense que c'est aller plus loin, c'est participer à inventer les nouvelles normes du futur. Ça veut dire que c'est peut-être inventer les manières qui vont nous donner envie à grande échelle de manger moins de viande. Ou trouver des alternatives. D'un coup, tu me reparles, je me dis waouh, ouais, mais alors comment je fais ? Tu vois, c'est ce que j'essaie de faire avec Vlon d'une certaine manière, mais tout le monde n'a pas un podcast, tout le monde n'a pas le temps de faire ce genre de choses, n'a pas l'envie. Donc tout le monde travaille à un endroit. Ou en tout cas contribue à des endroits et en interaction avec des gens sur lesquels on a une influence. On a un endroit où ça peut être une association, une entreprise. On peut aussi chercher un travail sur lequel on peut réfléchir à où est-ce qu'on a envie de s'engager. Mais on est chacun des contributeurs là où on agit au quotidien. Et à chacun, on va participer directement ou indirectement à des prises de décision. À chaque fois, on peut se demander à quel paradigme je participe. Est-ce que je renforce le paradigme actuel ou est-ce que j'essaye, là j'ai une petite marge de manœuvre pour essayer d'inventer autre chose ? Par ce petit choix que je fais, le choix du partenaire, le choix du fournisseur, le choix de nos clients, le choix des personnes avec qui je travaille au quotidien, où est-ce que j'investis, où est-ce que c'est somme de toutes ces décisions et de où on met notre énergie qui fait que collectivement on va aller inventer quelque chose de nouveau ou alors on va renforcer le paradigme actuel. J'ai pas dit que c'était simple, j'ai dit que c'était ça le défi. Non, c'est hyper intéressant parce que il y a tellement de choses qui ont besoin d'être réinventées. Moi par exemple,
suis convaincu que demain, pour plein de raisons que je peux exposer, mais on va revivre en communauté d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'il y a plein de manières de vivre en communauté. Le village en étant une, mais en fait, en ville, tu peux aussi l'envisager, etc., etc. Parce que pour des raisons économiques, écologiques, sociales, ça fait beaucoup plus de sens. En fait, le seul bénéficiaire de la famille, ce qu'on appelle nucléaire, c'est-à-dire papa, maman, les enfants à la maison, donc tout le modèle dans lequel on est tous, plus ou moins hein, quand même, et avec une croyance forte que c'est ça l'alpha et l'oméga de vivre ensemble. En fait, ça ne fonctionne que pour la société de consommation. C'est-à-dire que du coup, on achète tous une voiture, on achète tous un lave-vaisselle, un lave-linge, un home cinéma, enfin je dis n'importe quoi, mais tout plein de trucs dont on a envie d'avoir accès. Enfin, moi, j'ai quand même envie d'avoir accès à toutes ces choses. Mais j'ai pas besoin de les posséder. Potentiellement, moi, si c'était, enfin, ma machine bon, j'ai pas d'enfant, donc je me sers de ma machine à laver une fois par semaine, à peine, tu vois, j'ai pas vraiment besoin d'une machine à laver pour moi, dans l'absolu. Et donc là, c'est un très bon exemple, c'est-à-dire que, alors, peut-être c'est un sujet où tu te dis, il y a une idée à creuser, est-ce que ça va être moi qui vais la prendre ou pas? À la limite, peu importe, et puis on devrait partager plus nos idées. Je vais le faire pour moi, en tout cas, c'est sûr. Voilà. Tu vois, c'est une partie, et puis peut-être tu vas découvrir que ça marche vraiment, donc tu vas inspirer d'autres à le faire. Dans le livre, je parle de... en fait, je parlais avant de recherche extraordinaire et de ce moment peut-être de renaissance qu'on vit et donc où voilà, il y a tellement de terrains de jeu à réinventer en fait. Dans tous les domaines, il faut réinventer des choses. Ouais, et je parle dans le livre de terra incognita. Les terra incognita, c'est les zones non explorées. Et donc, en fait, il y a tellement de zones non explorées. Donc, laquelle on a envie chacun, avec notre entreprise, avec nos projets, dans quel endroit on a envie d'apporter une contribution. On va pas faire avancer tous les sujets, on peut pas. Non. Mais où est-ce qu'on a envie de mettre de l'énergie? Parce qu'on sait que là, c'est un endroit où ça nous attire, ça nous donne de l'énergie, on se dit qu'il y a un truc à réinventer, on a peut-être quelque chose à apporter par nos talents, nos compétences, nos réseaux, etc. Et si chacun contribue avec une terra incognita et qu'on met tout ça en commun, le nouveau paradigme, il devient possible. Est-ce que tu penses pas, enfin pour les personnes, je repars sur le côté négatif, mais... Parce que c'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu... qui sont dans une forme, pas négative, mais juste de nihilisme. C'est-à-dire, nihilisme, c'est-à-dire... Vous m'avez fatigué, quoi. Tu vois, c'est quoi? Je vais essayer de faire ma vie comme elle est, de m'en sortir, de faire vivre mes gosses, les gens que j'aime autour de moi, et c'est déjà pas mal comme ça. Ce qui vous reviendrait à dire, tout ça, c'est un peu vain, tu vois, d'une certaine manière. Comment tu fais pour je sais pas pour convaincre, je sais pas si c'est nécessaire de convaincre quelqu'un qui a pas envie de faire quoi que ce soit, mais qu'est-ce que tu dirais à une personne qui te dit ça en disant au fond, déjà, sur cette question, au fond, je cherche à convaincre personne et je pense que toute personne qui cherche à convaincre quelqu'un n'a pas forcément la bonne approche. La seule approche pour, au fond, engager, je crois, c'est de donner envie, de montrer que c'est possible et de donner des clés pour commencer. Je crois qu'à ça. À chaque fois qu'on veut te convaincre, en fait, tu te confrontes à un mur. Voilà. Donc, donner l'envie. Donc, en fait, moi, je pense que participer à l'invention d'un nouveau système, c'est passionnant. Ça donne du sens à la vie. C'est compliqué. C'est à contre-courant. Donc, c'est dur, c'est compliqué, mais ça donne du sens. Ça fait faire des rencontres extraordinaires. On sait pourquoi on se lève le matin. Et au fond, on sait qu'on travaille pour les prochaines générations. Après, ça demande d'inventer, d'être ingénieux pour inventer son modèle au quotidien, un modèle économique, en vivre, avoir un bon équilibre, etc. Mais voilà, je dirais juste, c'est passionnant en fait. Il y a plein de gens qui essaient de faire ça, c'est hyper stimulant, c'est passionnant. Voilà, j'aurais juste envie de dire ça. Et de dire que c'est possible et que c'est passionnant. Et en même temps, la mise en mouvement, elle crée de la joie, d'une certaine manière. Exactement. En fait... mais j'ai tellement vécu ça à plein de moments dans ce que j'ai fait par le passé ou récemment. C'est en fait quand le fait de se mettre en mouvement, tu retrouves ta capacité d'action, ton pouvoir d'agir. Tu as l'impression de pouvoir changer des choses dans le monde et tu le fais vraiment. Et donc ta zone d'impact s'élargit, ça te donne de la confiance. Ça donne du sens à ce que tu fais, ça donne de la joie, ça t'élargit ton cercle de rencontres, enfin ça te rend vivant tout simplement. Hein. Et pour ça, pas besoin de devenir militant, parce que ce que tu disais, enfin moi ce que je reproche entre guillemets, si je peux dire ça comme ça aux militants, mais en même temps on a dit off en tout cas qu'on devait tous se mettre d'accord les uns les autres, parce qu'en fait on a tous des approches différentes et ça sert à rien, on est déjà pas très nombreux, on va pas non plus se tirer dans les pattes.
Mais j'ai l'impression que les militants, ils reprochent aux gens qui le sont pas. Et en fait, ce truc, je trouve que c'est cette approche qui est par le négatif d'une certaine manière, de dire oui, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais pas prendre l'avion, tu devrais pas manger de viande, tu devrais faire. Moi, les gens qui me disent ça, tu vois, en fait, j'ai tendance à rejeter, je repousse parce que tu me reproches quelque chose, donc naturellement, je vais me défendre, et du coup, ça permet pas d'avancer vraiment. Ça rejoint mon point juste avant d'essayer de convaincre. Ça ne marche pas. Enfin, il y a plein d'études psychologiques qui le montrent. Et du coup, comment est-ce qu'on donne envie et donc, le défi que l'on a, c'est que toutes les personnes qui travaillent sur faire émerger un nouveau système, que ces modèles-là, ils donnent envie. Et que ça rende obsolète l'ancien système. C'est ça le défi. Et pour s'engager, toutes les voies sont possibles, toutes les voies sont bonnes, on a besoin de toutes les complémentarités. Donc on a besoin d'activistes, de militants. C'est absolument nécessaire parce que ça tire les sujets sur un côté. Et on a aussi besoin de personnes qui sont au cœur du système et qui vont faire changer les choses de l'intérieur. Et puis des gens dans les interstices. Et puis on a besoin de tout le monde en fait. Il y a une phrase dans le bouquin qui m'a surpris, qui est, donc c'est une expression anglaise, mais tu dis sky is not the limit. Donc le ciel n'est pas donc on dit souvent sky is the limit pour dire il n'y a pas de limite. Et toi tu dis en fait le ciel n'est pas une limite. Ça veut dire quoi précisément? En fait, c'est dans un chapitre pour revenir à l'essentiel, de se poser la question de qu'est-ce qui est important dans nos vies et que la société nous a forgé un idéal de toujours plus et que toujours plus c'est toujours mieux. Mais il y a un moment où c'est plus forcément le cas. Et par exemple, aux États-Unis, les revenus ont explosé ces 50 dernières années et le niveau de satisfaction et de bonheur décroît. Et il est le plus faible aujourd'hui par rapport à 50 ans. Et donc, il y a un concept que j'aime beaucoup et qui s'appelle le lagom. Donc, c'est en suédois. Le lagom, c'est ni trop, ni pas assez. Donc en fait c'est pas toujours plus, c'est de quoi on a vraiment besoin en fait, quel est la bonne quantité, qu'est-ce qu'il faut viser et peut-être il y a des endroits où on est satisfait avec ça et il y a peut-être d'autres dimensions de la vie où on va pouvoir qu'on va renforcer mais on n'a pas besoin de toujours plus là-dessus, donc peut-être que faire j'en sais rien moi 10% de croissance économique l'année prochaine pour une entreprise, c'est déjà bien, il n'y a pas besoin de viser 25. Mais quand tes actionnaires te demandent... Aujourd'hui, on m'a dit... ça marche aussi pour les actionnaires. Voilà. Quel est le bon retour qui est juste, en fait. C'est pas possible d'aller chercher 10%, 15% de retour sur investissement si ça met une pression insoutenable et que ça met en péril, en fait, l'entreprise sur le long terme. Aujourd'hui, on va parler d'une boîte qui a 40% d'EBITDA en plus 40%. Donc l'EBITDA, pardon, c'est une notion technique, on s'en moque, peu importe, mais... Et on leur mettait encore la pression. Et les actionnaires étaient là, tu mets, enfin, jusqu'où, enfin, c'est quoi parce que peut-être que l'année prochaine, ils vont faire 45, et puis après, ils vont faire que 35, mais ça suffira pas, il faudra faire 50. Enfin, tu vois, il n'y a pas de limite à ce truc. Donc ça rebondit là-dessus, si on prend du recul, c'est absurde. On est déjà sur une évolution d'une année à l'autre d'amélioration, de croissance, mais on va pas demander une croissance supérieure en plus chaque année. Enfin, ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est le modèle dans lequel on est. On parle les politiques, tout le monde dans la radio parle. Ok, combien de croissance cette année, quoi. Donc, on peut chercher la croissance quand c'est profondément ce qui nous rend la vie meilleure. Et donc, la croissance du bien-être, oui. Mais c'est complètement absurde si c'est pas sur le bon indicateur, d'aller chercher toujours plus. Parce que ça met en péril toutes les autres dimensions qui sont importantes à la vie. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, un truc qui est absurde, mais je sais pas si tout le monde l'a en tête, c'est que, par exemple, les incendies qui a eu lieu à Los Angeles, c'est de la croissance, parce qu'il va falloir reconstruire, on va dépenser de l'argent, donc tout ça fait travailler des mondes. Donc ouais, bien sûr, on a détruit plein de trucs, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ça crée de la croissance. Un accident de voiture, c'est de la croissance. Et en fait, c'est là où ça devient complètement absurde, c'est-à-dire que la croissance tire même des accidents de la vie, accidents de la vie ou accidents climatiques en l'occurrence, mais c'est assez fou. Et c'est là où tu touches l'absurde, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, ce principe de croissance de PNB, en fait, c'est des mauvais calculs. C'est pour ça que, moi, je me considérais comme agnostique en termes de croissance. Ça veut dire que je suis je suis pas pour la décroissance ou contre la croissance. C'est juste, c'est pas un indicateur qui me paraît pertinent comme boussole collective. Et donc, on devrait trouver des nouvelles boussoles. Par exemple, le donut.
qui permet donc de l'économiste anglaise Kate Raworth, qui permet en fait d'avoir à la fois des dimensions sociales, à la fois des dimensions environnementales, et puis l'économique au cœur de ça. Mais c'est plus complet. Et je suis pas contre la croissance, c'est juste, ça nous fait prendre des décisions absurdes. C'est quoi la place du rêve dans tout ça ? Alors dans les principes, justement pour naviguer dans ce monde qu'on peut voir chaotique ou en grande mutation, y a un principe sur le rêve et de s'autoriser à rêver. Et pour moi, c'est absolument fondamental et central. C'est-à-dire que quand on est un peu dans le flou, un peu perdu, on ne sait pas trop où ça va, le rêve a une fonction essentielle. C'est un peu notre étoile polaire, notre cap à l'horizon. Ça nous permet de prendre des décisions au quotidien, même quand c'est le brouillard. Parce que on sait vers quoi on veut aller. Et pour autant, quand on vit la crise, on peut se dire ouais, il faut gérer le quotidien, il faut voilà, là il y a l'urgence. Attends, on n'a pas le temps de rêver et tout. Donc c'est pas dire il va falloir passer la moitié de son année à rêver. C'est juste pour prendre des bonnes décisions, il faut savoir où on veut aller, vers où on veut aller. Et il faut s'autoriser à rêver ce qu'on veut vraiment, que ce soit dans sa vie personnelle, pour son orga, pour la société. Et je pense qu'on a perdu cette capacité à rêver. On l'a perdu parce qu'en fait, on ne sait plus où les imaginaires sont assez dystopiques, en réalité. Donc, on nous a noyés d'infos négatives et on s'entretient là-dedans. Et je pense qu'on a besoin cruellement de réinventer un rêve, demander aux gens leurs rêves, ou en France, c'est quoi le rêve en France, en fait, le rêve collectif ? Franchement, je pense que pas grand monde sait répondre. Ou le rêve de l'Europe, en fait. Au moment où il faut peut-être inventer un contre-modèle à ce qui peut se passer aux États-Unis, en Chine, en Russie, etc. C'est quoi notre rêve, en fait ? Franchement, moi, je sais pas clairement le définir. Et c'est un énorme problème. Parce que le rêve, ça permet aussi le sentiment d'appartenance, un projet commun, de se souder, en fait, d'aller dans une direction. Quid des imperfections ? C'est-à-dire que... ou Enfin, moi, je parle beaucoup de mes contradictions, tu vois, dans mon livre. Et moi, j'ai un rêve et en même temps, tu vois, c'est contradictoire. Je parlais tout à l'heure du logement collectif ou de la communauté d'une manière ou d'une autre. D'une certaine manière, moi, j'ai évolué dans une communauté, dans un imaginaire de maison individuelle ou en tout cas d'appartement individuel, peu importe. Et je dis, oui, mais en fait, quand je regarde... c'est évident qu'il va falloir qu'on vive en communauté et c'est mieux pour moi, je le sais. En même temps, c'est bizarre, tu vois, j'ai une sorte de conflit d'imaginaire à l'intérieur de moi où d'un côté, je sais que je serai plus heureux, ça me coûtera moins cher, je serai plus épanoui dans une société, dans une vie en communauté. Alors, on peut l'imaginer, on n'est pas obligé d'être hyper baba cool à vivre. Tu vois, c'est pas forcément ça. Une communauté, ça peut être aussi avoir, en tout cas, moi, la manière dont je l'imagine, c'est une sorte de maison centrale où tu as des grands espaces, machin, et que chacun a une tiny house autour. Donc, tu as bien ton espace individuel, ou si tu as envie de rester et te faire des œufs, tu vois, tu peux. Mais dès que tu as besoin d'avoir un espace plus grand, ou si tu as besoin d'accéder à une voiture, ou si tu as besoin d'accéder à je sais pas trop quoi, en fait, c'est partagé, parce qu'en fait, t'as pas besoin de la grande cuisine, du grand salon, du grand machin à chaque fois. T'as besoin de pouvoir y accéder. Mais en fait, fondamentalement, d'ailleurs, quand tu regardes ce bouquin qui est La poétique de l'espace que j'adore, il te montre que l'humain, il a besoin de cachette. On a besoin de petits endroits, de pouvoir se nicher. Donc on aime bien les deux. On est des êtres comme ça. Et tu vois, il y a à l'intérieur de moi, par exemple, il y a ce conflit. Il y a cette contradiction d'imaginaire, c'est-à-dire d'un truc que je veux et en même temps un autre truc que je veux, et ça va dans le sens inverse. Comment tu gères ce genre de situation ? Déjà par rapport à un rêve, déjà il y a l'idéalisme et le pragmatisme. Ouais. Et la vie, je crois que c'est essayer de jouer avec les deux. Ça veut dire qu'on a une polarité qui nous envoie vers cet idéalisme, ce rêve, et puis après il faut faire avec la réalité du quotidien, là où on est avec nos ressources aujourd'hui. Donc après c'est pas à pas vers ça. Et puis après on peut avoir des polarités contraires. Ça veut dire quelque chose qui nous envoie vers A et l'autre vers B. Peut-être c'est intéressant d'essayer de les nommer, là comme tu commences à le faire, et puis de voir ce qui se cache derrière, en fait, les besoins, en fait, qu'est-ce qui est plus important pour moi, c'est là où ça rejoint les chapitres sur la clarté et revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi à fond, dans mes besoins, dans mes piliers, et j'ai peut-être deux piliers qui sont contradictoires, et après je vais essayer de détricoter pour aller sortir de cette injonction paradoxale. En fait, là où j'en suis, si je prends mon exemple, et on s'en fout un peu, mais en même temps c'est intéressant parce que je pense que c'est valable pour tout le monde.
moi, c'est évident que l'imaginaire de la maison individuelle, c'est juste enfin, j'ai conscience que c'est juste un imaginaire, une sorte d'idéal qu'on m'a vendu, tu vois, quand j'ai grandi, mais que ça n'a aucun sens et que tous les indicateurs montrent qu'il faut aller dans l'autre sens. Donc en fait, le fait que la démographie baisse, qu'il y aura personne pour s'occuper de moi, en l'occurrence quand je serai en maison de retraite, parce qu'il y aura pas de maison de retraite, il y en aura pas assez, il y aura personne pour travailler dedans, que par ailleurs la solitude c'est l'une des premières causes de maladie mentale, de santé mentale et du coup de santé physique, et que les gens qui vivent seuls, par définition, ils en souffrent. Le fait que écologiquement ça fait pas de sens, qu'économiquement ça fait pas de sens, qu'en fait, moi j'aime bien avoir du monde autour de moi, qu'en fait c'est fondamentalement, et tu disais, je pense que dans l'étude de Harvard, la première source de bonheur, c'est d'avoir des liens profonds. Donc en fait, ça crée des problèmes. Attention, hein, de vivre en communauté, c'est pas forcément facile, mais il y a des règles, etc. Mais en tout cas, ça me semble assez évident que je vais aller vers là, parce que c'est sûr qu'on va tous y aller, en fait, d'une certaine manière. Donc, ça me semble évident. Mais en même temps, tu vois, ça gratte, ça frictionne, pour le coup, avec l'imaginaire dans lequel j'ai grandi pendant des années, quoi. Ouais, c'est intéressant cet exemple, parce que, en fait, peut-être que ce qui peut t'aider, c'est d'être autorisé par des pionniers, entre guillemets, qui l'ont fait, et qui te montrent que c'est possible, et que c'est désirable, et qui te donnent envie, au fond. Et c'est sûrement de là vient ton envie, au fond. Plus ou moins, mais en fait, je pense que de manière très humble, je vais dire ça comme ça, de manière humble, mais je pense que, tu vois, le fait de le dire là dans le podcast, mais le fait de le faire, parce que je pense que je vais le faire, ça, je ferai partie des gens qui vont inspirer d'autres, tu vois, d'une certaine manière. Mais j'ai pas été visiter, justement, je suis en train de m'intéresser à ce sujet, et je suis en train de regarder autour de moi des communautés qui pourraient m'inspirer, parce que les seules que j'ai vues pour l'instant, c'est des communautés très baba cool qui m'inspirent pas du tout, tu vois. J'ai pas du tout envie de vivre entre trois bouts de plastique, donc ça m'inspire pas, tu vois. Mais par contre, en tout cas, c'est intéressant parce que aujourd'hui, tu dis mon imaginaire est entouré d'un modèle auquel je crois plus forcément, mais du coup, ce qui est important, je pense, pour changer de comportement, c'est de changer et de faire des choix courageux, d'aller dans cette direction, c'est de changer de groupe de référence. Et donc, si tu étais en interaction avec, pour le coup, des communautés qui peuvent t'inspirer, elles te donneront des clés, elles te diront, je veux ressembler à eux, aller dans leur sens, et après, c'est sûr que tu inspireras plein d'autres à le faire. Exactement. Mais on a besoin, c'est pour ça que si chacun creuse un domaine, le fait vraiment, le met à disposition des autres en le partageant, c'est comme ça qu'on va permettre aux autres, ça va faire boule de neige. On a l'impression que c'est tout petit, mais si y a une communauté qui t'inspire, toi tu le fais, tu as une audience, tu vas inspirer plein de gens, mais la personne qui était juste avant, elle va avoir un impact des multiplicateurs énorme, parce qu'elle a eu le courage de le faire il y a 5 ans, toi tu vas avoir le courage de le faire, et peut-être ce sera une norme dans 20 ans. Exactement. Et il n'y a que comme ça va pas être une norme du jour au lendemain, en 2040, paf, tout le monde va le faire. Il va falloir qu'il y ait des gens, l'un après l'autre. C'est progressif. Désolé pour la petite séance de... En tout cas, on attend l'année prochaine. On fait une petite séance d'introspection. Tes décisions, on suivra ça. Ah non, mais bon, pour l'instant, j'ai pas les revenus nécessaires, mais j'y travaille. Tu dis que il faut agir comme un entrepreneur. Ça veut dire quoi d'agir comme un entrepreneur, et où est-ce qu'on trouve la force de faire ça, et est-ce que tout le monde peut être, entre guillemets, un entrepreneur sans vraiment l'être, hein. En tout cas, je dis que on vit une époque incertaine, complexe, et qu'il y a probablement dans la posture des entrepreneurs quelque chose d'intéressant pour nos propres vies. Et il y a des chercheurs qui ont regardé comment pensent et agissent en fait les entrepreneurs qui sont à l'aise dans les situations d'incertitude, et ça a donné lieu à l'effectuation. Donc c'est la manière dont les entrepreneurs pensent et agissent. Et donc il y a 5 principes, notamment de créer le monde qu'ils veulent créer, même si tout le monde leur dit que c'est impossible, de partir de ce qu'ils ont déjà, de s'appuyer sur des forces, de tirer parti de l'incertitude. Donc voilà, il y a différents principes, et donc je dis, tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur, je n'encourage pas tout le monde à être entrepreneur, mais il y a quelque chose dans la posture qui nous rend acteurs et qui nous permet de, dans l'incertitude, retrouver du pouvoir d'agir et prendre des décisions. Et ce qui est très intéressant, juste si je zoome à un endroit dans l'effectuation, c'est que concrètement à ce qu'on pense, être entrepreneur, c'est pas aller chercher toujours, par rapport à un idéal, de dire il faudrait faire ça, c'est plutôt partir de ce qu'on a déjà pour construire étape par étape, s'appuyer sur ce qu'on a déjà en termes de talent, de connaissances, de compétences, de réseau. Et en fait, on peut déjà tous faire plein de choses. Si on voit les choses de cette manière-là, c'est inverser cette manière de voir les choses, partir de ce qu'on a déjà.
Ok, je comprends. Dans cette partie du bouquin, tu parles du modèle ABZ. Tu peux expliquer ce que c'est que le modèle ABZ? Ouais, c'est un modèle que j'ai découvert comme ça sur Internet et qui, moi, m'a simplifié ma vie, en fait, tout simplement, depuis que j'utilise, mais vraiment quotidiennement. Là, c'est un très bon teasing. Hein. Et je vous en dirai pas plus. Ça a changé ma vie, mais il faudra acheter le bouquin. Non, mais tout simplement, en fait, c'est 3 lettres. Z, c'est ta vision. Ouais. C'est ton rêve, c'est ce que tu veux faire. À 10 ans, admettons. A, c'est où t'en es aujourd'hui. Et B, c'est la prochaine étape. Le prochain petit pas que tu peux faire. Très concret. Demain, aujourd'hui, 10 minutes. Ou voilà, très concrètement. Et puis taire toutes les autres lettres. Toutes les autres possibilités. Là, le C, le E, le F, le J et tout. Ils viendront. Fais ton B. Mets-toi en mouvement, par exemple, par rapport à ce rêve de communauté. Ouais, c'est ce que j'étais en train de Ce serait dire. Quoi tomber, tu vois? Le B, c'est de regarder un documentaire ou d'aller visiter des communautés, par exemple, pour voir. On m'a parlé d'un documentaire sur les communautés, il faut que je le regarde. Donc c'est ton B ou pas? Et c'est mon B, je pense, tu vois. Parce qu'en fait, pourrais le faire quand? La semaine prochaine. Pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Parce que là, moi, je suis à Paris, j'ai moins de temps. Mais ouais, j'ai envie de regarder le documentaire, de regarder. Et je pense que c'est un B assez facile. Tu vois, regarder un documentaire, c'est simple. Il faut que ce B, il soit facile. Rapide. La semaine prochaine, tu m'aurais dit c'est dans 3 mois, j'aurais dit attention, ça sent pas bon ton affaire, et que ça te donne de l'énergie. Ouais. Et après, tu iras voir les communautés après, ce sera le C. Oui, après, il faut trouver les gens que tu mets dans ta communauté, comment tu les choisis, c'est quoi les règles. Mais ça, en fait, tu peux le définir ensuite en lisant des bouquins sur les sujets pour voir comment ça marche une communauté, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. Enfin, si je prends cet exemple-là. Quand tu seras en mouvement, ça viendra. Voilà. Exactement. Et après, tu peux même le documenter. Tu vois, tu peux le documenter sur Instagram, sur LinkedIn ou je ne sais où, et donner envie aux autres de le faire. Bien sûr, absolument. Et voilà. Et donc, donc ce modèle, en fait, il permet de se dire, ok, par rapport à là où je vais aller, quel est le truc que je peux faire? Et ça, voilà, encore une fois, c'est pour avoir du pouvoir d'agir par rapport à un grand rêve, par où je commence. Voilà, moi, ça m'a simplifié. À chaque fois que j'ai des choix dans trop de possibilités ou du quotidien, est-ce qu'il faut que je commence par là, j'essaie de mettre mon énergie sur juste le B. Donc le B. Ok. Et le B, c'est un point simple, facile, activable. Ok. Tu peux nous parler de la règle des 2 jours? La règle des 2 jours, c'est difficile de changer des comportements, des habitudes. Je sais pas moi, passer moins de temps sur les écrans, ou alors devenir végétarien, ou alors, etc. Et c'est très dur de changer nos habitudes qui ont été acquises, etc. Et donc la règle des 2 jours, c'est l'idée de dire, pour prendre une habitude, il faut la répéter un certain nombre de fois. Et c'est difficile, et il faut pas s'obliger à réussir à chaque fois. En tout cas, s'autoriser on a le droit de rater un jour, mais la règle des 2 jours, c'est qu'on n'a pas le droit de rater 2 fois de suite, sinon on va perdre le fil. Donc le sport, par exemple, si je veux faire du sport tous les jours, admettons 10 minutes, c'est beaucoup. Et c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, avec la régularité qui est la tienne, ou courir 1 heure toutes les semaines, tu peux pas rater 2 fois de suite. La règle sur le sport, je prends cet exemple-là parce qu'il est facile et qu'il concerne tout le monde. Ce que je me dis, c'est que, par exemple, admettons, j'ai passé une mauvaise nuit, j'ai pas d'énergie, j'ai pas envie. Moi, je nage beaucoup, donc j'ai pas envie d'aller nager. Et je me dis, tu sais quoi, t'y vas quand même. Et même si tu nages 10 minutes, c'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est d'y être allé. Comme ça, je rate pas. Et je casse pas la routine. Exactement. Et bon, je vais pas tous les jours, évidemment. Je vais que 3 fois par semaine, mais c'est déjà pas mal. Et bon, je fais autre chose aussi par ailleurs, mais bon, peu importe. Et même si je vais pas longtemps, je me dis, tu vois, ou aller dans une salle de muscu, bon, c'est chiant à crever. Enfin, moi, je trouve. Tu te dis, bon, j'ai pas envie d'y aller. En plus, j'ai pas le temps, j'ai la flemme, il pleut. Je dis, tu sais quoi, t'y vas. 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, tu vois, c'est possible. Et bon, c'est pas grave, ça sera déjà ça. Ça sera pas la session parfaite, c'est pas 1 heure, c'est pas machin, c'est pas truc, mais tu le fais un petit peu. Exactement. Et donc là, tu honores, entre guillemets, la règle des 2 jours, puisque tu fais un petit peu. Exactement. Voilà. Et ça marche, t'as validé, c'est bon pour cette fois. Et ça a l'air anecdotique, peut-être, de parler d'habitudes comme ça et tout, mais comme on est dans un moment où aussi on doit apprendre à changer nos comportements, nos habitudes, c'est des petites règles du quotidien qui peuvent nous aider à vraiment le faire. Je saute des pas dans le bouquin, mais il y a un exemple que tu prends que j'ai trouvé hyper intéressant et je sais pas comment faire le lien, donc je le fais pas, sur l'expérience des $5 à Stanford, que j'aimerais bien t'expliquer, si tu t'en souviens suffisamment, parce que je trouve ça hyper intéressant, parce que la solution avec laquelle ils sont venus, en l'occurrence, moi j'y aurais jamais pensé.
Alors, il faut que je m'en souvienne bien, mais en gros, c'est un cours. Dans un cours, on donnait 5 $ à des étudiants qui devaient en fait revenir, je sais plus, quelques heures après, 2 heures après, avec le plus de dollars. Et donc, en fait, les premiers, ils ont essayé de le troquer. 5 $ contre, j'en sais rien, un ballon de foot américain qu'ils ont ensuite échangé contre un vélo, etc. Ils sont revenus avec ça. Et ensuite, il y en a d'autres, ils ont fait... voilà, ils ont raisonné avec directement les 5 $. Et il y a un autre groupe, celui qui a gagné. Il a en fait utilisé le temps de présentation devant la classe en fait pour dire ce qu'ils avaient à la fin des 2 heures pour faire venir des entreprises qui cherchaient à recruter des étudiants de Stanford. Et donc ils ont vendu ce créneau de 5-10 minutes, quelques milliers de dollars. Et donc ils avaient fait un effet de levier énorme juste parce que donc ça illustre quoi? Ça illustre l'intérêt, enfin l'importance des effets de levier et de penser différemment. Quand on pense de manière linéaire, ils ont essayé de faire du troc parce que c'était évident, mais essayer de faire un pas de côté, à quoi on n'a pas pensé encore comme stratégie par rapport à nos défis, et ils ont trouvé un effet de levier énorme, c'était le temps des étudiants de Stanford pour recruter pour une entreprise, ça valait une fortune, et ils ont vendu ça. Donc, et alors là, c'est juste sur un sujet monétaire, mais évidemment, comment on s'en inspire sur des sujets de transition? D'ailleurs, c'est quoi le rapport à l'argent? Parce qu'en fait, dans les gens qui cherchent à avoir de l'impact, souvent, l'argent est un sujet, sans être un sujet, mais en fait, ça en devient un. Toi, qu'est-ce que tu penses et on a tous une relation un peu dysfonctionnelle à l'argent, tu vois, souvent qui est non dite parce qu'en plus c'est tabou. Mais comme tu en parles dans le bouquin, je me permets. C'est quoi, toi, ton rapport à l'argent, et qu'est-ce que tu penses être un rapport, entre guillemets, sain à l'argent? J'ai fait un séminaire l'année dernière avec Peter Koenig que j'ai reçu sur le podcast. Voilà, génial. Qui travaille autour du concept de source et du rapport à l'argent. Cette question, elle est super intéressante et importante. Moi, je pense que j'ai évolué au fur et à mesure de mon parcours entrepreneurial. Et aujourd'hui, je considère que, et c'est un peu ce que je partage dans le livre, que l'argent est une énergie et que en fait, il faut alors ce que je pensais aussi avant, mais je suis beaucoup plus exigeant là-dessus. Je pense que c'est une condition sine qua non pour avoir l'impact à grande échelle que l'on peut, on doit et on a besoin d'avoir. Et donc que l'on a besoin. C'est pas parce qu'on est engagé qu'on doit avoir moins de moyens et qu'on a besoin de réfléchir les moyens vers l'économie à impact, vers les associations qui font un travail sur le terrain, etc. Il faut donner des moyens aux acteurs de changement. Il faut que les gens soient mieux payés pour qu'ils puissent s'engager dans la durée, pour attirer les meilleurs talents. Et donc, il faut qu'il y ait des ressources. J'ai échangé avec un ami togolais qui me disait on fait la politique de ses moyens. Et ça veut dire qu'en fait, si t'as pas d'argent, mais tu peux pas être ambitieux en fait. Oui, et on va toujours essayer de mettre un pansement sur le système. Et donc, si on veut inventer quelque chose de nouveau, il faut des moyens importants. Donc, il faut flécher, il faut générer de l'argent dans nos activités pour montrer que c'est aussi désirable. Et ça rejoint ton point de tout à l'heure. Pour inventer un nouveau système, l'économique, c'est essentiel. Le social, l'environnemental, mais c'est 3 piliers. Il faut l'économique, c'est indispensable. Après, c'est un moyen au service d'une fin, mais c'est un pilier essentiel. Ok. Pour faire tout ça, il faut bien s'entourer en général. Et tu parles de... Toujours, je crois. Dans l'absolu, dans la vie, il faut plutôt bien s'entourer. Comment on fait pour bien s'entourer ? Donc c'est un autre principe de comment jouer collectif et par rapport à ces défis aussi, qu'est-ce qui redonne du pouvoir d'agir? C'est le fait d'être en collectif et en complémentarité de talents. Un des outils que je partage, c'est j'ai essayé de relire mes expériences entrepreneuriales. Oui, parce qu'il y a ça aussi, quand tu es entrepreneur, trouver un partenaire. Moi, j'en connais beaucoup, des entrepreneurs chez qui ça se passe mal, en l'occurrence. Donc, pour moi, c'est 95% ou peut-être 99% du succès d'un projet, ça va être l'alchimie en général entre les personnes. Qui va faire le qui? À la limite, start with why, commencer par le pourquoi, mais le plus important, c'est sûrement le who, quoi, le qui. Et je partage en tout cas comment je pense la chose, et ce qui m'a aidé à trouver des cofondateurs, constituer des équipes hyper talentueuses et engagées sur différents projets, notamment Ticket for Change, c'est le croisement de 3 choses. C'est est-ce qu'on a une vision commune? Est-ce que ensemble on veut aller dans la même direction, au même endroit et le faire de la même manière? Et donc, est-ce qu'on a des valeurs partagées et on veut la même chose au fond? 2,
Est-ce qu'on a un fit humain? Est-ce que, en fait, ça me donne de l'énergie de passer du temps avec toi et que quand il y aura des difficultés, on sera content de se retrouver pour se retrousser les manches ensemble. Et 3, est-ce qu'on est en complémentarité de talent, de compétences? Est-ce que tu vas faire des choses que je sais pas du tout faire et où je suis trop content que tu vas t'en occuper et inversement, je vais pouvoir apporter des choses et on va être un puzzle en fait où on aura chacun des pièces uniques et des couleurs singulières et ensemble on va faire des trucs de dingue que moi je peux faire tout seul, que toi tu peux pas faire tout seul. Et là, si on a l'alchimie des trois, la vision, le fit humain, et passer du temps ensemble et ça nous donne de l'énergie et une complémentarité de talent, moi je pense que c'est ça qu'il faut chercher. Et du coup, ça demande de bien se connaître quand même. Ouais, bah, clairement, ça demande du temps d'apprendre à se connaître, je pense de commencer à travailler ensemble pour voir au-delà, voilà, sur le papier, entre guillemets, en testant. Je pense que c'est comme ça qu'on trouve des équipes, des cofondateurs, etc., de s'entourer au sens large. Là, c'est sur des projets. Mais ouais. Ok, très clair. Et comment ça, parce que là on parle d'entrepreneuriat, donc c'est pas la vie de tout le monde, c'est la vie de quasiment personne d'ailleurs. Mais je pense que ça marche pour tout projet en général. Si tu travailles, si tu es engagé dans une association ou tu travailles dans une entreprise et tu cherches quelqu'un pour ton équipe, en fait, est-ce que tu considères que la personne, on va aller dans le même sens? Est-ce que tu as envie de passer du temps avec elle? Et puis, est-ce que ça correspond aux talents, aux compétences dont on a besoin pour avancer ensemble? Je pense que ça marche largement. Une des manières de faire ça, je pense, c'est de savoir écouter. Et il y a ces 4 niveaux d'écoute dont tu parles et que c'est marrant parce que je les ai repris moi-même parce que j'adore ces 4 niveaux d'écoute et je trouve ça tellement intéressant et je l'envoie assez régulièrement à des gens qui me disent qu'ils ont un conflit XY avec quelqu'un ou que tu vois avec leur belle-mère souvent ou leur beau-père. Tu peux nous parler de ces 4 niveaux d'écoute? Tu t'en souviens suffisamment? Ouais, c'est un bon test. Les 4 niveaux d'écoute, c'est un des outils de la théorie U, conceptualisé notamment par Otto Scharmer, qui est professeur au MIT, et qui a fondé le Presencing Institute. Et donc, la théorie U, c'est une méthode de transformation individuelle et collective. J'ai eu la chance de faire un séminaire de 2 jours avec lui et pas mal de gens de l'écosystème français du changement il y a 2 ans. Et je connaissais la théorie parce que Ticket for Change est pas mal basé sur cette théorie, mais il y a un truc que j'ai découvert pendant ces 2 jours, c'est les 4 niveaux d'écoute qui pour moi j'ai eu un eureka. Moi aussi, c'est quand génial. j'ai découvert, je trouvais ça fou. C'est fou en fait, ça met des mots sur un ressenti et puis ça nous ouvre des perspectives. En gros, donc il y a 4 niveaux d'écoute qui sont 4 qualités d'écoute. Le premier niveau, c'est donc j'espère pas faire d'erreur, c'est l'écoute automatique. En gros, oui d'accord, je sais déjà à peu près ce que tu vas me dire, ça va, j'ai compris, donc j'écoute pas vraiment. Le niveau 2, c'est l'écoute factuelle. Ah d'accord, je vais t'écouter un peu mieux et je vais essayer de découvrir ce que tu m'as pas encore dit. Je vais essayer d'apprendre quelque chose de nouveau dans ce que tu me dis. Et dans le premier, d'ailleurs, tu prépares tes arguments. Tu es déjà dans la préparation des arguments. Ouais, c'est automatique, oui d'accord, mais voilà. Il y a une qualité d'écoute qui est vraiment proche de zéro en quelque sorte. La deuxième, tu cherches à apprendre quelque chose de nouveau. La troisième, c'est l'écoute empathique. J'essaie de me mettre à ta place. Ah d'accord, pourquoi tu dis ce que tu dis? Qu'est-ce que ça dit de l'endroit où tu es, de ta vision du monde, tes besoins, etc. Donc je vais être en empathie pour essayer de comprendre. Voilà, tu vas m'ouvrir une autre vision. Et je vais essayer de capter ça avec toi. Et l'écoute 4, et c'est là où la magie peut arriver, c'est l'écoute générative. Et là, en fait, il se passe un peu une situation de flow. Donc, en tout cas, il se passe quelque chose où on se connecte. Donc, c'est après l'empathie. On est toujours en empathie, mais il va émerger quelque chose de nouveau entre ce qu'on dit, qui n'était pas prévu, en fait. On est arrivé un peu sans agenda, on a laissé émerger quelque chose, et puis par le ping-pong des idées, par la qualité de discussion qu'on a su créer, va émerger quelque chose de nouveau qui est au carrefour de... Voilà, personne ne l'avait imaginé, et ça crée des possibles. Et je pense que les vraies innovations se jouent à ces endroits-là. Donc comment on réussit à créer ces moments d'écoute générative,
de discussion générative, ce qui demande du temps, de la confiance. Voilà, c'est ça en tout cas les 4 niveaux d'écoute. On peut pas toujours être au niveau 4. Et puis pratiquer, hein. Enfin, faut pratiquer régulièrement parce qu'en fait, le naturel, entre guillemets, revient au galop. Absolument. Et on peut être en écoute automatique de temps en temps parce que quelqu'un va nous reprocher quelque chose. Oui, mais tu comprends, c'est parce que, enfin, peu importe, tu vois. Et c'est pas si simple. L'écoute empathique, c'est plus accessible, mais génératif. Il faut des conditions qu'on crée aussi à plusieurs. Il faut que tout le monde ait envie, en quelque sorte aussi. Je pense que c'est lié aussi tout ça au rythme de la vie. Ça veut dire que si tu as 52 interactions à faire dans la journée, bah, tu n'as pas le temps d'aller en profondeur, de te mettre vraiment en empathie et de faire un espace où il va peut-être se passer quelque chose. C'est lié aussi à la qualité des liens, des interactions et de ces moments-là. C'est quoi tes points Z à toi ? Pour revenir sur le sujet dont on parlait au tout début. Ouais, donc par rapport au rêve, en tout cas, à moi perso, à moi dans... les deux, justement. Ouais. Moi, j'essaie de créer un mode de vie qui m'épanouit, où je peux être le plus utile au monde et où je m'amuse au quotidien, entouré de gens que j'aime. Et puis, pour mes projets, ce que j'essaie de faire, c'est fondamentalement, j'essaie d'outiller à grande échelle des personnes pour qu'elles nourrissent leur pouvoir d'agir, jouent sur leur talent, développent leur potentiel pour qu'on fasse émerger collectivement ce nouveau paradigme en fait, dont on a besoin. Je le fais avec plein de gens, en interaction avec plein de gens, mais voilà, j'essaie de nourrir par du contenu, des outils, de l'inspiration, de gens qui le font pour que en fait, émerge ce nouveau monde. Et alors, tes points B ? Parce qu'en fait, forcément, parce que là, du coup, c'est des grandes idées. Le Z, c'est des grandes idées. Ouais. Si je rebondis sur la deuxième partie, en tout cas, le point B, c'est... j'ai sorti un livre qui s'appelle Anti-Chaos. Avant ça, en fait, mes points B d'avant, c'est... donc avant j'ai passé 10 années à la tête de Ticket for Change que j'ai cofondé, puis j'ai fait une pause. Ticket for Change, parce qu'en fait les gens majoritairement je pense ne connaissent pas nécessairement. Ticket for Change, c'est une association qui se présente à la fois comme un mouvement et une école qu'on a cofondé en 2014 qui vise à aider chacun à trouver ses talents, les mettre au service des grands enjeux sociaux et environnementaux qu'il touche et d'en faire son travail. Et d'utiliser les 80 000 heures qu'on passe dans nos vies à travailler, à avoir un impact positif sur le monde, à être rémunéré pour le faire et à prendre du plaisir sur le chemin. Et concrètement, c'est un incubateur de talents qui forme à la fois des entrepreneurs à impact. Tu connais probablement Yuka, oui, bien sûr. Meet My Mama, Vendredi, La Vie est Belle, We Dress Fair, Le Drive tout nu, tout ça, ce sont des alumni formidables et il y en a plein d'autres, il y en a des centaines. Il y a aussi des programmes en entreprise avec Corporate for Change et il y a aussi des programmes pour inspirer les gens à trouver un métier qui a du sens pour eux. Et donc, pardon, on revient à tes points B. Et donc, à un moment, j'ai fait une pause après Ticket for Change. Et puis, comme je disais, j'ai ressenti ce sentiment d'impuissance un peu généralisé. Et là, je me suis dit, par où je prends le sujet ? Et donc, ça m'a vachement aidé le ABZ, puisque B, j'ai commencé à partager du contenu sur LinkedIn. Et puis, j'ai eu plein de retours. Ça a vachement résonné. Je commençais à vulgariser un peu des modèles qui nous aident à nous transformer. Les points de levier de donner la médose, le point de bascule, etc. Après, j'ai dit, waouh, super intéressant. Mais il faut aller un cran plus loin parce que j'ai pas la place de développer. Donc, j'ai commencé une newsletter que j'ai intitulée Redessiner le monde, où je partage des visuels qui aident à agir. Et puis, plein de retours super intéressants. Et là, j'ai commencé à faire des interventions pour partager ça, prendre les retours des gens, faire des ateliers, etc. Et puis, du coup, l'étape d'après, c'était faire ce livre. Donc voilà, j'en suis là. Et maintenant, je me dis, il faut arriver à... Ce qui est formidable quand tu, entre guillemets, lances un livre, donc tu travailles énormément dessus, et puis après, tu sais pas ce qu'il va aimer, tu le mets à disposition. Tu mets un bébé au monde et voilà. Et après, des gens que je ne connais pas vont le lire là où ils sont. Et c'est formidable ça. Mais je me dis qu'il y a tellement de richesse qui va... En fait, ce sont des outils pour agir au quotidien. Donc moi, j'ai besoin d'apprendre aussi de comment c'est utilisé, comment ces outils peuvent être améliorés, ces principes affinés. Et donc, je pense qu'il faut créer une communauté aussi de personnes qui vont pouvoir cheminer et faire du retour aussi sur ce qui les aide, ce qui leur manque. Et donc, c'est ça que... continuer à faire du contenu, inspirer, outiller et créer une communauté de pratiques. Tu as parlé du fait de faire une pause. Et tu parles dans le bouquin du fait de se mettre en jachère, de faire des pauses. C'est complètement opposé au monde hyper optimisé dans lequel on vit. C'est quoi l'important de s'ennuyer, de faire des pauses, et où est-ce que je trouve aussi la
la capacité financière de faire cette pause. Parce qu'en fait, il y a quand même cette réalité dans laquelle, moi, j'aimerais bien faire une pause de 3 mois, mais bon, ben... Ouais, bien sûr. Bah après, ça dépend des modèles que l'on a, mais en fait, c'est une absurdité de penser qu'on peut toujours être à fond, à 120% de nos capacités. Dans le livre, je partage un modèle qui, moi, m'a donné beaucoup d'éclairage sur les 4 saisons. Et s'il y a 4 saisons dans la nature, c'est probablement qu'il y a une raison. L'été où on est à fond, on est hyper productif. L'automne, on commence à se poser des questions, on ajuste. L'hiver, parfois, on a besoin de tout laisser, de mettre d'hiberner en jachère, et on lâche prise. Et ensuite, revient l'énergie, les idées, l'enthousiasme, le printemps avec le début d'idée, et puis on retrouve une productivité maximale en été. Mais on peut pas vivre tout le temps en été, c'est ça qui nous cause le burn-out, c'est ce besoin-là, cette envie-là d'être toujours en été. Donc on a besoin parfois de faire des cycles complets. Là, je considère peut-être ça faisait 10 ans que j'avais pas fait un cycle complet, j'avais fait des petits cycles plus courts, tu vois, sur une année et tout, mais beaucoup plus légers. Et ben, je pense que c'est nécessaire pour prendre soin de son énergie, se régénérer, et là, je suis reparti pour 10 ans, tu vois. Au lieu de pas avoir pris soin de ça, et de moi, de mon énergie, puis je me serais peut-être cramé, ou en fait, peut-être j'aurais été à 30% de mes capacités. Et comment tu as fait pour dépasser la peur de ralentir? Parce qu'en fait, je raisonne avec moi, hein, mais je sais qu'il y a plein de moments où j'aurais pu m'arrêter, et je l'ai pas fait parce que j'avais peur, et donc du coup, je continue de courir. Ah bah c'est sûr, c'est un vertige. Tu sais ce que tu quittes, tu sais pas ce que tu vas trouver. Mais j'ai senti que c'était juste, que j'avais besoin de faire ça, que c'était bien aussi pour le projet, que c'était le bon moment. Enfin, en tout cas que, au fond, je pouvais pas faire sans ça. Enfin, j'ai senti, c'est intuitif, hein, qu'il fallait que je le fasse et que je regretterais de pas l'avoir fait. Après, j'ai pas dit que c'était simple et que c'était pas vertigineux. D'accord. Okay. Et je pense aussi que c'est il y a un autre aspect. Donc là, c'est plutôt l'aspect prendre soin de son énergie, se régénérer pour avoir un impact dans la durée. Il y a un autre aspect, c'est pour inventer des choses vraiment nouvelles. On l'a dit, voilà, on a un besoin de réinventer plein de choses et d'avoir des regards neufs en fait sur ce qu'on fait. Et ça, on a besoin du vide. Parce que quand on est dans le trop plein, quand on fait les choses naturellement, on voit plus en fait. Et en fait, en me mettant en retrait, j'ai vu des choses que je voyais pas. Et en fait, on a besoin d'inventer des choses fondamentalement nouvelles. Et pour ça, il faut du vide. Je veux dire, les grands inventeurs, à chaque fois, Léonard de Vinci, il faisait pas des trucs entre 2 tweets, quoi. Il faisait ça, des profondeurs sur des années de travail. La Joconde, c'est des années de travail. Il y revenait, il y peaufinait, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que pour inventer des choses radicalement nouvelles, il faut du temps long, à certains endroits, du vide. Et si on est sans cesse dans la course avec des agendas trop remplis, on ne fait qu'accélérer ce qu'on fait déjà. Et d'ailleurs, pour aller dans le sens que tu dis, et plus proche de nous que Léonard de Vinci, il y a Harari, que les gens connaissent en général, parce qu'il a écrit ce bouquin qui s'appelle Une brève histoire de l'humanité, entre autres, et qui fait des breaks de 3 mois par an. Voilà, mais je sais pas, voilà. Mais, et en fait, mais la question, c'est, enfin, pour les gens qui sont salariés, qui galèrent déjà financièrement, comment tu fais ce break? Enfin, tu vois, financièrement, il y a comme une réalité. Bien sûr. C'est toujours le même truc. C'est un risque que l'on prend, d'une part. Il y a un exemple que je mentionne dans le livre, même pour des indépendants, des entrepreneurs. C'est un designer, Stéphane Seigmeister, qui racontait qu'il avait fait un break d'1 année et il fait ça maintenant tous les 7 ans parce que en fait, il s'est rechargé en énergie, qu'il a trouvé des nouvelles idées et du coup, quand il revient, ça a tellement bien marché ce qu'il fait, tellement créatif que du coup, il a jamais gagné autant d'argent derrière. Et du coup, après, juste c'est dans son modèle. Il travaille 7 ans, et puis après il fait une pause. Donc c'est une autre manière de voir le temps aussi. Encore une fois, je n'ai pas dit que c'était simple, mais c'est à nous de réinventer aussi notre rapport au temps, à nos besoins, de le voir différemment. Mais bien sûr, il y a cette équation-là. Trop bien, merci beaucoup. Le podcast s'appelle Vlan. Donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Ouvrir ou claquer la porte. Et où? Tu peux faire les deux, Okay. Tu peux faire un ou l'autre. Je voudrais ouvrir la porte à des nouvelles manières de voir le monde et voilà. Et si on osait vraiment changer de perspective et au quotidien mettre notre énergie sur ce qu'on veut vraiment faire advenir. Merci beaucoup Mathieu. Merci Grégory.